Donc en fait, à partir de la tête, mécaniquement, physiologiquement, on va avoir un impact sur la réparation tissulaire. Et du coup, il faut bien s'entourer, être bien rassuré, en confiance. Et avec la confiance, souvent, tout se passe mieux des deux côtés. Salut Hugo. Salut Dorian. Ravi de faire cette interview. Bon, après m'avoir suivi en tant que patient. Ça fait plaisir de te revoir ici dans un contexte différent. Ouais, en tant qu'intervieweur. En bonne santé. En meilleure santé. Du coup, j'ai fait cette interview. En fait, je t'ai choisi pour une raison. C'est parce que j'ai beaucoup apprécié travailler avec toi. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que j'ai senti quelqu'un de passionné par ce qu'il fait. Donc voilà, je vais te laisser te présenter, te dire qui tu es. Alors, du coup, moi je suis Hugo Vass, je suis d'abord kiné. En tout cas, ici je suis d'abord kiné. À la maison, je suis papa, et ça compte aussi beaucoup pour moi, même si cette passion de la kiné peut parfois manger un peu sur ma vie de famille, parce que ça nous fait faire beaucoup d'heures. Et en fait, moi j'ai deux casquettes. J'ai une casquette de kiné du sport, dans ce cabinet de kiné du sport, et j'ai aussi une casquette de formateur. Donc je suis formateur en kiné du sport. J'interviens à la fac de Montpellier avec les STAPS et dans un organisme de formation en kiné du sport pour des kinés qui sont déjà diplômés. Donc j'essaye d'allier un peu ces deux casquettes-là avec malgré tout une vraie dominante sur la kiné du sport, et ça nous permet de rester un peu à la pointe de toutes les connaissances, et c'est quelque chose qui est très complémentaire et qui est très très riche. Et justement là-dessus, malgré que tu sois bien reconnu, que tu sois bon dans ce que tu fais, qu'est-ce qui te donne... Je sais pas. Non, mais qu'est-ce qui te donne envie de continuer de te former tout le temps, en fait? C'est un métier qui est jeune. Kiné, c'est un métier qui est né il y a 70 ans à peu près. C'est un métier qui est très très jeune, avec des connaissances qui évoluent tout le temps. Dans le milieu du sport, le sport en lui-même évolue énormément. Les contraintes physiques changent beaucoup. Et du coup, les connaissances en matière de technologie, par exemple, on a l'échographie qui a explosé ces dernières années et qui nous permet de mieux comprendre les choses. Et en fait, si on ne se forme pas très régulièrement, on déconnecte très très vite. Moi, j'ai appris des choses à l'école, donc je suis sorti en 2008. Donc j'ai appris des choses en 2008. Je me suis formé après en kiné du sport en 2012. J'ai appris des choses qui étaient complètement différentes. J'ai pris une grande claque. J'ai compris que, en fait, je connaissais rien. Et ensuite, j'ai commencé à redevenir formateur et du coup à me replonger dans ce que j'avais appris en tant que kiné du sport. Et j'ai repris des grandes claques parce que ça avait encore complètement changé, donc dans l'espace de 4 ans. Et aujourd'hui, on est encore en train de remettre les choses à jour et on se rend compte qu'il y a encore des révolutions. Donc en fait, ça change tout le temps. Et les connaissances changent et il faut rester toujours à la pointe pour proposer ce qu'il y a de mieux. Et cette soif de connaissance, c'est hyper passionnant. Enfin, le domaine est très vaste. Dans le métier de kiné, il y a la kiné gériatrique, il y a tout ce qui est avec les enfants, il y a la neurologie, il y a le vasculaire, et il y a le domaine aussi de la traumatologie. Moi, j'adore ça, parce que déjà, j'ai été sportif et judoka. Donc, on a affaire à beaucoup d'entorses, beaucoup de choses comme ça. Donc, c'est là où, je pense, est née cette passion. Et d'où ça devient cette vraie passion là, pour la kiné? Ça allie plusieurs choses. Il y a le côté touché, parce que c'est une des premières choses à l'école. Quand on arrive, on est un peu surpris justement par ce côté touché, mais moi je faisais un sport de contact, du coup ça m'a pas trop perdu. Et puis depuis tout petit, à l'école, j'aimais bien la SVT déjà. J'étais déjà intrigué par tout ce qui était biologie. Et de mon caractère, je pense que je suis un perfectionniste et j'aime comprendre les choses jusqu'au bout. Et dans le monde du corps humain, il y a toujours de l'infiniment plus petit qui nous permet de pousser ses connaissances de plus en plus loin. Et du coup, tout ce côté vaste et précis est super intéressant, je trouve. Mais après, c'est vaste, hein. Il y a le côté technique.
Et il y a le côté relationnel aussi. Et on ne peut pas être un bon kiné si on n'est pas aussi on n'est pas aussi bon dans le relationnel. C'est le côté humain. Comprendre tes patients, leurs attentes, la psychologie du patient, etc. Les accompagner. Le monde du sport est très particulier justement pour ça, parce que il faut comprendre le sportif. Donc je pense que c'est important d'avoir été aussi sportif pour comprendre l'attente, l'exigence. J'ai des confrères moi qui peuvent pas du tout faire de la kiné du sport parce qu'ils comprennent pas pourquoi le sportif veut absolument mettre parfois son corps en danger pour obtenir une échéance, pour être prêt pour une échéance. Et du coup, ça c'est aussi quelque chose qui est passionnant parce qu'il y a énormément d'exigence. Sans doute que moi je suis un peu exigeant avec moi-même, et être confronté avec cette exigence du patient, c'est aussi quelque chose qui me plaît. Et justement, là, tu parles de patients, donc ton métier, c'est de rééduquer les gens. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que un patient va rééduquer plus vite qu'un autre, sur le plan psychologique, notamment? Il y a plusieurs choses. La première, je pense que déjà, au niveau du tissu, un sportif de haut niveau, au départ, je pensais pas, je pensais que tout le monde était pareil. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'un sportif de haut niveau, il a une meilleure oxygénation de son tissu, il a une meilleure connaissance de soi-même, donc il a de meilleures sensations. Et du coup, il permet de mieux s'écouter et le tissu va récupérer pas plus vite, mais sans retard. Parce que dès qu'on n'a pas de cette qualité sportive, on va prendre un peu de retard par rapport à la physiologie normale. Et du coup, le sportif de haut niveau, il va arriver pile poil dans les délais, il n'aura pas de retard parce qu'il sera toujours prêt, il va toujours donner la bonne réponse au bon moment. Donc ça, déjà, c'est par rapport au tissu. Et après, parmi les sportifs, il y a vraiment une histoire de caractère aussi. Ouais, parce que tu m'avais parlé aussi des 3 types de patients que tu avais. Ceux qui lâchaient plus ou moins vite, tu avais besoin de pousser. Oui. Ceux qui allaient trop vite et ceux qui avaient besoin que tu leur expliques un peu plus. Il y a vraiment cette histoire de caractère avec le sportif qui est complètement perdu. Dès qu'il a une blessure, il a ses repères, justement ses sensations de haut niveau, il a confiance en son corps et à un moment donné, il se sent trahi par son corps quand il y a la blessure. Et là, du coup, il est complètement perdu dans ses sensations et lui, il faut le recadrer, il faut le rassurer, il faut le remettre dans des sensations très vite, il faut le refaire bouger très vite. L'action, du coup, permet de le refaire partir plus vite. Dès qu'il sent qu'il peut bouger, qu'en fait c'est pas si grave, que son corps fonctionne quand même et que c'est pas la fin du monde, on arrive à le récupérer, ce type de sportif-là. Après, il y a celui qui est toujours dans son échéance sportive et qui veut pas perdre de temps et qui fera tout pour quand même atteindre son objectif, quitte à essayer d'aller trop vite et perdre du temps. Donc là, mon rôle, moi, ça va être de le freiner. De freiner, en fait, s'il en fait trop. La blessure, quoi. En fait. S'il en fait trop, voilà, il va se reblesser, il va surajouter une blessure ou il va aggraver ce qu'il a déjà en essayant d'aller plus vite. Et puis après, il y a le sportif qui est militaire. Ceux-là, c'est mes préférés. C'est-à-dire que lui, il réfléchit pas. Il te fait entièrement confiance et tu lui dis, fais ça, il va faire exactement ça. Si tu le cadres parfaitement, tu lui expliques, il va faire exactement ce que tu as demandé. Et si tu connais un peu la pathologie et que tu connais un peu ton sportif, tu vas l'amener exactement à l'endroit où tu veux qu'il soit à chaque fois. Et ça déroule tout seul et c'est facile. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, ça on peut le dupliquer à plusieurs domaines, pas que la rééducation, le sport, l'entreprise. On dit qu'il faut travailler presque comme un bourrin pour y arriver. Et en fait, là, c'est plus de dire on a besoin de cadres et des fois même de se freiner pour aller plus vite. Il y a le terme efficience. Moi, j'aime bien ce terme-là. En gros, il y a l'efficacité qui te dit tu vas mettre les moyens très lourds pour avoir un résultat dense et tu vas perdre beaucoup d'énergie. Dans le domaine de la rééducation, pour respecter le tissu qui est abîmé, il faut de l'efficience, c'est-à-dire donner l'exacte bonne sollicitation au bon moment pour obtenir le meilleur résultat possible. Et là, ça te permet d'être toujours dans le monde du sport. On a besoin de cette efficacité. Donc, il faut être toujours sur le fil à donner juste ce qu'il faut pour stimuler, mais pas trop pour pas passer de l'autre côté de la barrière et pas abîmer le tissu. Et du coup, il faut toujours jongler avec ça. Et dans ma façon de travailler, moi, j'aime beaucoup échanger. C'est là que le relationnel est important, parce qu'il faut beaucoup échanger sur les sensations, voir comment le sportif se sent, est-ce qu'il a eu mal à tel moment. S'il n'y a pas cette confiance-là, il ne va pas nous avouer qu'il a eu mal. Donc ça aussi, c'est un des pièges. Il y a certains sports, le rugby par exemple, avoir mal, c'est une faiblesse. Ouais. Donc ils ne vont jamais avouer à quel moment ils sentent quelque chose.
Ils vont jamais dire qu'ils ont mal. Il faut leur poser la question d'une autre manière. Est-ce que tu sens quelque chose? C'est pas est-ce que tu as mal, c'est est-ce que tu sens quelque chose. Et du coup, il y a un retour d'information, il y a un langage qui va être différent en fonction du sportif. Et dans ce que tu disais tout à l'heure, dans la notion de perte de confiance et de sensation, quand il se blesse, le sportif, est-ce que tu penses que l'imagerie mentale a un vrai rôle à jouer? Aujourd'hui, on est de plus en plus en train de se rendre compte, notamment sur le ligament croisé, que c'est un problème de cerveau. C'est-à-dire que le cerveau change. Ils ont fait des études, ils ont vu que la planification de la tâche, le schéma moteur, donc le recrutement des muscles les uns après les autres à telle intensité, change quand on a eu ce type de blessure-là. On se rend même compte aujourd'hui que ça avait changé avant même la blessure. Et c'est ce qui a conduit à la blessure. Donc le cerveau, il a un rôle hyper important dans la planification. Et quand on fait cette imagerie mentale-là, on visualise de l'intérieur. Donc on est vraiment sur ses propres sensations. Et on essaye de se rapprocher de plus en plus aujourd'hui du sensorimoteur par rapport au visio-moteur où on est en train de regarder ce qui se passe au niveau de son genou. Pour avoir des bons résultats contre la récidive, il faut plus se focaliser sur ce qu'on sent. Donc on va changer la façon dont on parle, les mots qu'on utilise aujourd'hui sont importants, tout ça pour conditionner le cerveau. Et l'imagerie mentale, elle va dans ce sens-là. Visualiser par l'intérieur, par ses sensations, c'est hyper bénéfique. Et aujourd'hui, ils sont en train de développer la réalité virtuelle, avec le casque de réalité virtuelle, qui est une autre manière finalement de faire de l'imagerie mentale. Okay. Pour vraiment replacer le sportif directement dans son contexte à très haut niveau, pour pas que le cerveau se déconditionne, ils laissent souvent dans le foot, c'est là où il y a beaucoup d'argent, ils refont faire du foot dans un environnement de stade et de pelouse, comme ça, dans un cabinet, avec cette réalité virtuelle. Et du coup, ça accélère en fait au moment où tu reprends. En fait, tu as beaucoup moins la crainte et l'appréhension. C'est ça, tu n'as pas perdu de temps. On est toujours sur on a une capacité à tenir un délai, et on essaye de perdre le moins de temps possible par rapport à ce délai. Et le fait de ne pas déconditionner le cerveau, on est tout de suite opérationnel au niveau des sensations à reprendre une fois que le tissu est réparé. J'avais vu une étude comme ça qui, c'était différent, où en fait c'était des gens qui essayaient d'apprendre le piano. En fait, ils disaient qu'ils avaient pris deux groupes. Un groupe à qui ils avaient fait visualiser mentalement tous les jours pendant, je crois que c'était 30 jours. Ils jouaient une partition et les autres pratiquaient la partition. Et en fait, ils disaient que ceux qui avaient répété tous les jours avaient quasiment le même niveau au bout de 30 jours que ceux qui avaient répété physiquement. Enfin, il y avait 30% d'écart, on va dire, si on parle en pourcentage. Mais je trouvais ça fascinant de se dire qu'en répétant, enfin, ils faisaient de la vraie imagerie mentale, mais ils allaient vraiment loin en imagerie, mais ils avaient quasiment un niveau similaire à ceux qui avaient... Aujourd'hui, sur plein de choses, ça commence à être prouvé au niveau du genou, ça commence à être prouvé au niveau de la cheville, et sur toutes ces afférences, c'est vraiment une histoire de cerveau. C'est le cerveau qui dirige le corps, et on ne peut plus aujourd'hui s'occuper du corps sans tenir compte du cerveau. Et du coup, il y a tout un nouveau domaine de neurosciences qui est en train de s'ouvrir, avec des grands chercheurs qui sont en train de nous mettre une claque. Et si on n'est pas à la pointe, si on n'est pas en train de se former, on ne peut pas suivre tout ce genre de choses. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de se former. Et là, du coup, il y a un champ qui est en train de s'ouvrir, et je sais que c'est un des domaines où il va falloir que je garde un petit peu, que je sois à l'affût, parce que sinon, dans 5 ans, je suis largué. Et ça demande quand même, je trouve, une bonne dose d'humilité aussi d'accepter que tout ce qu'on a appris, faut pas le mettre à la poubelle, mais se dire... Oui, non, il y a une sorte de courbe comme ça qui fait une parabole inversée où c'est la confiance par rapport à la connaissance. En gros, au début, quand on sort de l'école, on a l'impression qu'on est super bon, on est le roi du monde, on a un diplôme de kiné en poche et on est meilleur que tout le reste, que tous les préparateurs physiques, etc. Et puis plus on se forme, plus on se rend compte qu'en fait on n'y connaissait rien. C'est assez flagrant dans la photo. Quand on commence à prendre des photos, on a l'impression qu'on est fort. Après, on touche un réflexe, on n'y comprend rien au réglage et on se rend compte qu'en fait, pour devenir bon dans la photo, il faut maîtriser plein de paramètres différents et qu'il ne suffisait pas d'appuyer sur le bouton et de se mettre en mode auto. Et du coup, c'est exactement pareil dans le monde de la kiné. Plus on avance dans les connaissances, plus on se rend compte qu'on n'y connaît rien. Moi, j'en ai surtout pris conscience quand je me suis formé dans la prépa physique. J'ai 2 diplômes dans la prépa physique. Et aujourd'hui, avec ces 2 diplômes-là, c'est plus que la moyenne des kinés, je pense. Et aujourd'hui, je sais que j'y connais rien. Mais au moins, je le sais.
Et je pense que rien que le fait de savoir que je suis mauvais, eh ben, je suis bien meilleur que plein d'autres qui pensent être bons. Quand on sort de l'école, on pense connaître la musculation, et en fait, on n'y connaît rien. Puis ça te permet de mettre derrière le doigt sur ce que tu as besoin d'upgrader, quoi, entre guillemets. Alors, c'est là où les organismes de formation, ils ont intérêt d'être bons. Il faut d'un côté apporter plein de connaissances et d'un autre côté ouvrir sur plein d'autres connaissances potentielles. Ouais. Et après on ouvre, on se dit ah ouais ça serait intéressant, donc on va explorer. Puis quand on explore, on se rend compte qu'en fait ça ouvre tout un champ qu'on maîtrise pas et qu'on a envie de connaître. Et du coup c'est comme ça qu'on se forme autant parce que c'est la soif de connaissances. C'est sans fin après. Ah ouais, c'est sans fin. Ouais. Plus on est bon, plus on a envie d'aller loin. Plus on a envie d'aller loin. Ouais. Et plus on se rend compte qu'on ne connaît rien en fait. Savoir, mais tu sauras jamais. C'est énorme. Tu peux jamais tout savoir en fait. Le pire, c'est que quand on a avancé et qu'on commence à connaître certaines choses, elles sont remises en question. Ouais. Donc il faut reprendre grâce à la technologie qui avance. Donc c'est hyper riche, mais en même temps, ça peut être effrayant. Après, c'est la passion qui fait. Ouais, voilà, c'est la passion, c'est ce que j'allais dire. Quand tu es vraiment passionné, tu continues. J'avais une question. La différence que tu peux avoir entre un sportif qui fait un sport individuel et un sport sport collectif, du coup, pour les gens qui écouteront ça. Est-ce que tu notes une différence sur la rééducation, sur la gestion de la blessure ? Ça se recoupe un peu. Ça se recoupe un peu parce que le sportif individuel, moi je traite beaucoup de sportifs individuels finalement, et les sports collés, je les traite individuellement. Je travaille pas avec une équipe complète, je travaille avec des individualités comme ça. Et le sportif individuel, il veut pas perdre son niveau, et il veut revenir plus fort. Ça, c'est commun à tous les sportifs. Le sport co, il a une contrainte en plus, quand ça commence à être bon au niveau, il veut pas perdre sa place dans l'équipe. Donc en fait, il est dans sa propre individualité, parce que ce qui compte pour lui, c'est garder sa place. Et c'est pas forcément faire tenir l'équipe. Il y en a peut-être qui pensent que l'équipe va complètement être imputée de leur absence, mais c'est pas forcément les plus modestes. Ou alors il y en a qui le prennent un peu plus cool, peut-être avec plus d'expérience, et qui pensent que de toute façon il faut qu'ils reviennent au top et qu'en attendant il y a le remplaçant ou du moins il y a le collègue qui permet à l'équipe de tenir. Mais malgré tout, chaque sportif qui a cet esprit un peu combattant, de niaque dans n'importe quel sport co, a quand même envie de participer pleinement à la réussite de son équipe à son niveau individuel. Du coup, ça se recoupe. Ouais, c'est ce qu'il me disait. Quand je te disais, j'avais interviewé Mathieu Rabi, il me disait, mais en fait, quand on est blessé dans une équipe, pour les moments qui sont pas bons, on a envie d'être là pour aider. Et pour les moments qui sont bons, on est frustré parce qu'on ne peut pas participer au truc cool. Donc c'est assez compliqué. Et justement, dans le sport, quand tu réduis quelqu'un, il y a une partie, sur les sportifs qui ont tout un staff, il y a quand même une grosse partie presque équipe de rééducation. Parce que toi, tu vas rééduquer, mais tu peux avoir, par exemple, tu vas avoir l'entraîneur qui peut mettre la pression pour dire j'ai envie qu'il joue. Tu peux avoir le préparateur physique qui ne va pas être d'accord forcément avec le kiné. Comment tu gères ça et l'importance de ça ? C'est complètement différent en fonction du niveau, déjà. Plus le niveau est bas, plus on est seul. Oui, plus tu es seul. Ouais. Voilà. Et quand le niveau commence à monter et qu'il y a un prépa physique, un médecin et un kiné, déjà il faut que tout le monde soit d'accord. Donc là, la clé, c'est la communication. Et après, quand on est encore au niveau dessus, là, pendant le confinement, j'ai pu avoir accès à des sportifs de niveau supérieur, niveau national, parce que justement, ces sportifs pros, ils sont dans des circuits fermés. Normalement, moi, j'y accepte pas en tant que kiné libéral. Et du coup, avec le chômage partiel, etc., je me suis retrouvé à prendre le relais de tout ça. Et là, du coup, ça m'a permis de découvrir une autre dimension au-dessus, une dimension qui est presque politique. Parce que le sportif se bat pour garder sa place, le staff technique dans ce milieu se bat aussi pour garder sa place. Et du coup, que tout le monde soit d'accord à ce niveau-là, ça rend les choses encore plus compliquées. Ouais. Mais du coup, moi je pense que la clé, quoi qu'il en soit, par rapport à ce que je fais d'habitude, donc le niveau légèrement dessous, là où il y a moins de politique, c'est vraiment la communication. Et le fait de se former, ça permet d'être
plus à l'aise dans la communication avec le prépa physique. Je sais aujourd'hui que je suis Parce que tu connais ses contraintes en fait. Je connais ses contraintes et je connais son langage. Okay. Donc quand il me parle de filière énergétique, quand il me parle de muscu, quand il me parle d'explosivité, aujourd'hui, je sais ce que c'est, ça me parle. Je suis beaucoup moins bon que lui pour le développer, mais on arrive à se mettre d'accord. Je peux faire quelque chose qui va dans son sens. Et puis les bons prépa physiques, moi ce que je considère comme bons, c'est surtout ceux qui savent reconnaître aussi leurs faiblesses et qui sont capables de venir chercher les informations de mon côté. Et quand on arrive à échanger tous les deux... L'humilité, encore une fois. Bah ouais, en fait, c'est ça. C'est ça qui amène, à mon avis, au haut niveau. C'est pas forcément ce qui te fait percer, mais je pense que c'est ce qui est le mieux, parce qu'il y a le patient sportif, le prépa physique, le kiné, le médecin, l'entraîneur, et quand tout le monde marche ensemble avec au centre le sportif, là, ça marche super bien. Mais si ça se bat autour et qu'ils oublient de mettre... Si on met l'ego à la place du sportif au centre, ben là, ça foire. Mais je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, tu peux tellement le dupliquer au monde même de l'entreprise en général. En fait, quand tu commences à mettre ton ego en avant et faire passer tes propres intérêts... Et là, on n'a pas tenu compte de la dimension financière. Ouais, et après, oui, exactement. Et c'est pour ça que je faisais référence à une entreprise. Ouais. Parce que je trouve que c'est tellement... ça se rapproche tellement du monde. Et il faut un meneur, il faut quelqu'un qui soit capable de diriger tout le monde et de mettre tout le monde dans le même sens. Et c'est rare, hein, les équipes qui fonctionnent super bien comme ça. Ouais. Moi, j'ai quelques professionnels du sport avec qui je m'entends très bien. Et en fait, c'est en devenant des amis en fait, qu'on se met à de plus en plus échanger. Ouais. Quand on est capable d'échanger autour d'un sportif, d'échanger nos compétences, essayer de les mettre en avant, de les faire marcher ensemble autour d'une bière, ça marche tout de suite beaucoup mieux. Quoi. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais de s'écouter, d'éduquer. Enfin, tu disais que ceux qui arrivaient, par exemple les rugbyman, tu faisais référence à qu'est-ce que tu ressens. Comment tu fais justement pour apprendre à t'écouter? Mais la limite, elle est fine aussi parce qu'il y a des gens, à l'inverse, ils vont trop s'écouter. Et ils vont avoir la moindre douleur, ça va être... Il y a deux choses. Il y a le caractère. Ouais. Il y en a, ils s'écoutent trop et ça c'est compliqué. Il faut les rassurer et puis il faut les pousser. Il faut être un peu derrière comme ça. Il y a ceux qui ne s'écoutent pas assez, il faut les sensibiliser là-dessus. Et je pense que ça passe un peu par l'éducation. Donc plus on les prend tôt, les sportifs, plus on leur apprend à interpréter leurs sensations, comme bonnes, comme mauvaises, plus le résultat il sera fin après. Quand le sportif il vient avec son bagage, son histoire, le faire changer c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que travailler avec des jeunes, moi je me régale. Je me régale d'autant plus, même s'il y a moins de gloire, hein, mais on arrive vraiment à les entraîner à s'entraîner, à leur apprendre à s'entraîner. Tu fais le centre de formation de... Ça m'arrive de travailler en parallèle des staffs de centre de formation, mais c'est assez ponctuel. Parfois, il y a un sportif qui se retrouve dans un contexte particulier à être sorti. Et puis là, il faut se rapprocher justement du centre de formation et discuter avec le staff qui est en place. Moi, j'aime bien ma polyvalence. J'aime bien ne pas être ancré dans un staff et justement avoir plein d'athlètes différents, plein de milieux différents, plein de contraintes techniques. Parfois, on assimile ça un peu à une faiblesse parce que je ne connais pas parfaitement l'activité. Je ne suis pas un spécialiste de l'activité parfois. Moi, ma spécialité, c'est les sports de combat. Mais du coup, là, c'est moi qui me place en position d'écoute où je demande au sportif c'est quoi son geste, qu'il me le raconte, qu'il me le décrive avec ses mots, ou alors qu'il me montre une vidéo et puis on échange ensemble sur ce qu'il a senti. Je fais mon analyse, moi, de l'activité et ce qui m'intéresse, je le prends et puis on essaie d'échanger, je lui demande son avis. Et là, du coup, j'apprends encore. Ouais. Et du coup, on peut apprendre par la formation, par le sportif, par les collègues. Par l'échange, en fait. Ouais, par l'échange. Ouais. Par l'échange tout le temps. Ouais. C'est ce que je viens faire aussi. Ouais. Comment aussi, parce que ça peut arriver, on n'en parle pas trop, des fois tu peux tout faire bien et ça marche pas trop. Enfin, moi je l'ai un peu ressenti tu l'as su, enfin, moi ça a été long aussi quand je me suis fait l'épaule. Enfin, j'étais, je pense, sérieux. T'as été très sérieux. Hein. Et malgré tout, j'ai galéré. Et là, comment faire quand c'est comme ça? Dans ces cas-là, j'essaye de toujours commencer par une remise en question. Qu'est-ce que moi j'ai foiré?
Ouais. Parce que la facilité, c'est de se dire, c'est à cause du patient, il est psy. Pour toi, ça va, il n'y a pas de souci. Mais le piège, c'est un peu de tomber dans cette facilité-là et de jeter l'éponge en disant, c'est pas de ma faute, c'est de la faute du patient. Donc, la remise en question systématique, elle est hyper énergivore, mais je pense qu'elle est essentielle. Moi, je commence toujours par ça et j'essaye de me limiter à ça. Après, il faut aussi toujours un peu d'humilité, de se dire qu'on ne connaît pas tout et qu'il y a évidemment un paramètre qui nous a échappé, soit un paramètre que la science n'a pas encore découvert, soit un paramètre que je ne connaissais pas encore de la science qui existe déjà. Et aujourd'hui, il faut être de plus en plus capable de maîtriser l'aspect technique, de maîtriser l'aspect physiologique, la réparation du tissu, et aujourd'hui l'aspect psy, parce que maintenant on commence à avoir des armes justement pour employer les bons mots, pour bien remettre le patient dans son contexte psychosocial, parce que quand on parle du sportif, il y a aussi l'enjeu qu'il y a autour. Il a envie de revenir pour telle échéance, il a la pression, quand on parle du haut niveau, il a la pression des sponsors. Là, s'il reste blessé tant de temps, quand c'est un sportif semi-pro, il peut se faire lâcher par ses sponsors s'il ne fait pas de résultat. Quand c'est un sportif pro, il est en train de perdre sa cote sur le marché. Et du coup, il ne va pas réussir à obtenir le transfert vers le club qu'il avait envie d'avoir. Ou alors, il va se faire bouffer sa place par son remplaçant. Et tout ça, ça complique sérieusement du coup la rééducation parfois parce qu'on n'est plus du coup sur l'aspect physiologique, mais on est sur une modification de l'aspect physiologique par le psy. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, on est obligé d'en tenir compte aussi. Bah, c'est un peu le truc à l'envers de ce qu'on parlait tout à l'heure, en fait, avec l'imagerie mentale. Ça modifie le psy modifie ta physiologie. C'est pour ça il y a des athlètes de très haut niveau qui sont suivis par des psychologues. Justement, il y a de plus en plus de formations là-dedans sur la préparation mentale. Ouais. Et du coup, ça permet de mieux aborder la blessure, de revenir avec un objectif. De moins être stressé aussi, au moment de revenir. Par ses blessures. Et il y a des techniques de relaxation, moi je ne maîtrise pas, mais quand je vois qu'il y a ça, parfois c'est tout à fait intéressant d'augmenter encore une fois l'équipe et d'envoyer vers un sophrologue, vers un préparateur mental, vers tous ces corps de métier qui sont super importants et aujourd'hui pas encore assez utilisés parce qu'il y a cette facilité de dire c'est de la faute du patient et on le laisse tranquille, alors qu'en fait on pourrait l'accompagner là-dedans et l'aider et le prendre comme il est. De toute façon, le deal c'est ça, c'est de prendre le patient comme il est et de l'amener vers la réussite, quoi. Ouais. Il faut se fixer un objectif ensemble et mettre les moyens ensemble vers cette réussite d'objectif. Ouais. Et c'est marrant ce que tu dis parce que je l'ai retrouvé dans beaucoup d'interviews. Plus tu as une vision macro en fait de ton métier, de ce que tu fais, plus en fait ça te permet de performer, peu importe ton domaine. Hein. Mais c'est hyper important d'avoir une vision macro, ce que tu disais tout à l'heure, d'avoir des notions. Ça ne veut pas dire que tu dois être excellent partout, parce qu'on ne peut pas être excellent partout. Au début, on est souvent, en tant que kiné, focalisé sur l'aspect technique. On touche, on essaye de travailler le tissu, on réfléchit comme ça, et puis à un moment donné, on maîtrise cet aspect tissu. Enfin, ça va beaucoup mieux. On sait comment le tissu doit réagir en fonction de ce qu'on a touché. Ça va très vite, on gagne énormément de temps. Et quand on arrive à gagner beaucoup de temps, on est efficace, on connaît exactement la réponse qu'on est censé avoir, et on arrive à prendre un petit peu de recul. Et on arrive à se dire, ça n'a pas répondu comme ça devrait. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas ? Est-ce que j'ai changé quelque chose par rapport d'habitude ? Ou est-ce que le patient, maintenant que j'ai levé les yeux, je le regarde, je vois son visage crispé ou pas crispé, en fait, il est stressé, il y a quelque chose qui le dérange. Ouais, là, tu rentres dans le psy, du coup, direct. Et voilà, on y est. Et là, du coup, moi, ça m'arrive des fois de passer les 3 quarts de la séance à toucher, mais pas trop m'intéresser à ce qui se passe dans mes mains, mais en fait, échanger. Ouais. Et en fait, rien que le fait d'avoir parlé, des fois, le patient, il va vachement mieux. Et la séance d'après, techniquement, on peut y retourner et on a des bien meilleurs résultats. Mais qu'on aurait mis 4, 5, 6 séances à obtenir, si on n'avait pas passé une séance à rien faire avec les mains et à faire avec les mots. Ouais, parce que par peur juste de perdre un peu de temps au départ. Ah ouais, mais il faut un petit peu d'expérience. Moi, j'en ai pas non plus. Ça fait maintenant 12 ans. 12 ans que je suis diplômé. Ça va faire maintenant 8 ans vraiment que je fais beaucoup de kiné du sport. Du coup, ça fait un peu d'expérience. Et ça me permet de gagner du temps sur ces aspects-là. Ouais. Ok.
Il y a une question que j'aime bien poser à tous les gens que j'interviewe. Je l'adapte en fonction du domaine. Sur la gestion des difficultés, si tu avais un sportif là, en face de toi qui galère, qui est dans sa rééducation, si tu avais une clé à lui donner, tu aurais envie de lui dire quoi en fait? Et là, tu peux prendre un peu de temps pour y répondre. Il n'y a pas une clé. Ouais, il n'y a pas une clé, mais s'il y en avait une fondamentale pour toi. Peut-être de bien s'entourer. Bien s'entourer. Bien s'entourer. Ça revient tout le temps, ce truc-là. Peu importe le domaine. Je pense qu'il faut bien s'entourer, il faut avoir confiance en son équipe. Donc là, c'est le sportif qui doit avoir confiance en son équipe, mais c'est pareil, nous, les kinés, on a intérêt d'avoir plein d'entourage. Ouais. Oui, il faut avoir un réseau. Il faut avoir un réseau, il faut avoir des gens à qui on a confiance, qui sont capables d'échanger, de nous en donner parfois les informations en off, parce qu'il y a des choses parfois qui ne s'écrivent pas, et qui nous permettent de prendre un petit peu de recul justement pour mieux avancer derrière. C'est pas forcément des choses qui sont très objectivables, mais c'est juste un ressenti qui n'est pas très médical, mais qui nous permet de bien avancer. Et puis tout ce réseau-là, c'est ce qui fait aussi qu'on peut vivre dans le milieu du sport, qui est parfois un petit peu rugueux. Ouais, donc c'est vraiment bien s'entourer et avoir confiance en son kiné, en son médecin. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne remarque, ouais, parce que c'est vrai que des fois on se dit la blessure elle vient et puis je prends un peu au pif. Et c'est vrai que bien choisir son chirurgien quand tu vas te faire opérer, bien choisir son kiné, c'est hyper important parce que déjà avant même d'attaquer la rééducation ou de te faire opérer, tu es déjà plus confiant en fait. Et puis nous, on fait souvent des rééducations avant. Oui. Et les rééducations avant, elles servent à préparer le tissu et puis surtout à préparer le sportif, à lui expliquer ce qui va se passer. Donc déjà, lui donner des repères. Et ces repères-là, derrière, il y a beaucoup moins de stress. Et quand on est moins stressé, le tissu lui-même est moins tendu. On a des enveloppes, les fascias, on a des tensions myofasciales qui vont être énormément impactées par ce stress. On a tout le viscéral qui va impacter un peu le tonus général du corps, qui va impacter, c'est un peu technique, mais le neurovégétatif, donc le truc qui gère le rythme cardiaque, qui gère la digestion. Et du coup, si ça gère la digestion, ça va gérer l'assimilation. Et du coup, si ça gère l'assimilation, et tout ce qui est les nutriments qui vont arriver jusqu'aux cellules pour la nourrir, pour qu'elle guérisse mieux, va être impacté. Donc en fait, à partir de la tête, mécaniquement, physiologiquement, on va avoir un impact sur la réparation tissulaire. Et du coup, il faut bien s'entourer, être bien rassuré, en confiance. Et avec la confiance, souvent, tout se passe mieux des deux côtés. Ok, cool. Et après, du coup, pareil, je demande tout le temps, tes valeurs en tant que kiné, comment tu les définirais si tu en avais 3 ou 4 ou même peut-être plus? C'est quoi tes valeurs qui t'animent? L'investissement. Je pense qu'il faut donner. Donc c'est vraiment la générosité en fait, plus que l'investissement. C'est la générosité, il faut pas... Moi, ça m'arrive des fois de me faire mal aux mains, mais parce que sur cette technique-là, je veux obtenir un résultat et je sais que le patient, il va avoir un gros gain derrière, même si je me suis fait un petit peu mal moi. Donc ça, c'est de la générosité. Après, du courage, il faut travailler. Je pense qu'il faut avoir un peu de courage et de la rigueur. Je pense que la rigueur, c'est très très important. Il faut être assidu. Et du coup, cette histoire de confiance, elle vient de la rigueur de la part du thérapeute, mais de la rigueur aussi du patient. S'il nous loupe une séance sur 2, s'il vient en retard et qu'on avait prévu de faire quelque chose sur une demi-heure et que finalement on arrive à faire que la moitié de ce qu'on avait prévu parce que le patient est arrivé en retard ou parce qu'il a complètement foiré son hygiène de vie, il a fait la fête et il arrive la tête complètement de travers et qu'on est obligé d'enlever la moitié des exercices qu'on avait prévus parce qu'on sait qu'il va se refaire la cheville parce qu'il est complètement à la rue, ça fonctionne pas. Donc il y a vraiment un pacte avec, je pense, de la rigueur, de la générosité et du courage. Et moi, je me permets de le faire parce que je te connais un peu plus que personnellement que les gens que j'avais interviewés avant. Je rajouterais pour toi l'humilité quand même, vraiment. Parce que cette volonté de toujours vouloir se former, de toujours
Avoir le recul, mais je pense que c'est vraiment, c'est fondamental, je pense, vraiment pour. Si on le perd, je pense qu'on n'avance plus. Hein. Ouais. Ça, c'est évident. On a beaucoup de certitudes du coup Et ça marche plus. Et ça marche plus. On stagne. Ouais. Et puis après, on commence à s'énerver contre les autres parce que c'est plus de sa faute, c'est de la faute des autres. On perd notre responsabilité en plus. Ouais. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, Hugo? Du coup, moi, je passe le majeure partie de mon travail ici, dans ce cabinet à La Vérune. Donc, c'est une petite commune près de Montpellier. Et après, il y a les réseaux sociaux où on essaye d'informer un peu sur ce qu'on fait. Donc, mon nom, c'est Hugo Vaz, donc on me retrouve assez facilement sur les réseaux sociaux sous mon nom. Ok, cool. Je te remercie énormément. C'était vraiment merci cool. d'échanger. Parce que j'avais fait plein de domaines. J'avais pas encore fait vraiment du pur médical, donc c'est vraiment cool. Ça fait toujours du bien d'échanger. Okay. Merci de rien. Je te remercie. Salut à toi, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux continuer à me suivre en t'abonnant à ma chaîne YouTube et en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de la vidéo s'abonner. Je te partagerai régulièrement du contenu de ce genre avec des interviews de sportifs de haut niveau, de gens spécialisés dans le développement personnel mais aussi des entrepreneurs à succès. Autrement, je t'ai aussi mis dans la description de la vidéo juste en dessous 2 liens de téléchargement complètement gratuits de mes livres blancs. Le premier s'appelle les 12 choses à mettre en place pour sortir d'une difficulté et le deuxième c'est les 15 clés à mettre en place pour atteindre n'importe quel objectif. Ces livres blancs, je les ai écrits avec mon expérience d'intervieweur mais aussi sur mes formations métiers. J'espère que ça te plaira et j'espère te retrouver très prochainement. Bye bye.